Et si un seul événement avait changé le cours de l'humanité? Bienvenue dans Chroniques du possible, la chaîne où l'on explore les chemins que l'histoire n'a jamais pris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un métal qui a fait couler le sang, renverser des empires et redessiner la carte du monde. L'or. Plus précisément l'or des Amériques. Des millions de tonnes arrachées aux montagnes du Mexique et du Pérou, transportées par galions vers l'Europe, transformant des royaumes entiers en puissance mondiale. Mais imaginons un instant. Et si cet or n'avait jamais existé? Et si les conquistadors, en débarquant au XVIe siècle, n'avaient trouvé que de la pierre et de la terre? Comment le monde aurait-il évolué sans cette richesse qui a nourri l'Europe pendant 3 siècles? Si cette question vous intrigue, restez avec nous. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce scénario. Abonnez-vous, car chaque semaine nous explorons ensemble les histoires que le monde n'a jamais vécues. Pour comprendre ce qui aurait changé, il faut d'abord saisir ce qui s'est réellement passé. En 1492, Christophe Colomb débarque dans les Caraïbes. Quelques décennies plus tard, Hernán Cortés conquiert l'Empire aztèque, Francisco Pizarro soumet l'Empire Inca. Les Espagnols découvrent alors quelque chose d'inimaginable, des quantités colossales d'or et d'argent, des mines fabuleuses. Potosí, en Bolivie, devient la montagne d'argent la plus riche du monde. Le Mexique regorge de gisements aurifères. Pendant 3 siècles, des flottes entières de galions traversent l'Atlantique, chargées de métaux précieux. On estime qu'entre 1500 et 1800, environ 185 000 tonnes d'or et 16 millions de tonnes d'argent ont été extraites des Amériques et envoyées en Europe. Cet afflux massif de richesses transforme l'Espagne en superpuissance. Madrid finance des armées gigantesques, construit des cathédrales monumentales, devient le centre du monde chrétien. Mais paradoxalement, cet or crée aussi une inflation terrible. Les prix explosent en Europe. L'économie espagnole, dépendante de cette manne, ne développe jamais d'industrie solide. Quand les mines s'épuisent, l'Espagne s'effondre. Pendant ce temps, cet or circule. Il finance les guerres de religion, la Renaissance italienne, les expéditions coloniales. Il change la balance du pouvoir mondial. Mais aujourd'hui, nous allons imaginer un monde différent. Imaginons que les Amériques se soient géologiquement différentes, que les processus tectoniques qui ont créé les Andes et les montagnes mexicaines n'aient pas concentré d'or et d'argent dans ces régions, que les conquistadors, en arrivant, trouvent des civilisations riches en agriculture, en architecture, en savoir, mais pauvres en métaux précieux. Pas de mines de Potosí, pas de galions chargés d'or, pas de trésors à piller. C'est à partir de ce moment que tout change. Les Européens débarquent toujours, mais leurs motivations et leurs actions vont être radicalement différentes. Et les conséquences vont se déployer sur 5 siècles. À court terme, la conquête ralentit, 1500-1550. Sans la promesse de richesses immédiates, la conquête des Amériques perd une grande partie de son attrait. Cortés et Pizarro peuvent toujours chercher la gloire, mais sans l'appât du gain facile, moins d'aventuriers les suivent. Les expéditions sont plus petites, moins financées. L'Espagne conquiert peut-être encore des territoires, mais plus lentement. Les empires aztèques et incas, sans être pillés de leurs trésors, gardent une certaine autonomie plus longtemps. Les maladies européennes tuent toujours des millions d'Amérindiens. C'est une tragédie inévitable. Mais l'occupation européenne est moins brutale, moins systématique. Sans l'or pour financer des armées coloniales massives, l'Espagne doit négocier davantage. Des royaumes indigènes survivent comme États vassaux plutôt que d'être totalement détruits. La culture précolombienne se mélange plus profondément avec la culture espagnole. À moyen terme, l'Europe sans inflation, 1550-1700. Sans l'afflux massif d'or et d'argent, l'économie européenne évolue différemment. Pas de révolution des prix au XVIe siècle. L'inflation reste modérée. Les salaires gardent leur valeur. Les artisans et commerçants ne sont pas appauvris par la dévaluation de la monnaie. L'Espagne, sans sa manne américaine, ne devient jamais une superpuissance démesurée. Philippe II ne peut pas financer l'invincible armada de 1588 avec la même ampleur. Les guerres de religion en Europe sont moins intenses, car Madrid n'a pas les moyens de soutenir militairement le catholicisme partout. D'autres puissances émergent plus tôt. La France, l'Angleterre, les Pays-Bas ne se contentent pas de piller l'or espagnol par la piraterie. Ils développent des économies basées sur l'industrie, le commerce, l'innovation. La révolution industrielle commence peut-être plus tôt,
car l'Europe doit créer de la richesse par le travail et l'ingéniosité, pas par l'extraction. Les Amériques, sans être vues comme un simple coffre-fort à vider, deviennent des colonies de peuplement plus équilibrées. Les Européens y vont pour cultiver, commercer, construire, pas juste pour s'enrichir rapidement et repartir. Cela pourrait signifier une colonisation plus lente, mais aussi plus stable. À long terme, un monde multipolaire différent, 1700-1900. Au XVIIIe siècle, sans l'or américain qui a alimenté les caisses européennes, la balance du pouvoir mondial est différente. La Chine et l'Inde, qui représentent encore à cette époque près de la moitié de l'économie mondiale, ne sont pas submergées par les métaux précieux européens. Le commerce entre l'Europe et l'Asie reste plus équilibré. Peut-être que la domination coloniale européenne est moins totale. Sans l'argent pour financer des flottes gigantesques et des armées coloniales partout, l'Europe doit négocier davantage avec les puissances asiatiques et africaines. Le colonialisme existe toujours, mais il prend des formes différentes, peut-être moins extractives, plus commerciales. Les États-Unis, lorsqu'ils naissent à la fin du XVIIIe siècle, se construisent sur une base différente. Sans l'héritage de l'exploitation minière massive, l'économie américaine se concentre dès le début sur l'agriculture, l'industrie, le commerce. La ruée vers l'or de Californie en 1849 a moins d'impact symbolique. L'Amérique latine aussi évolue différemment. Sans avoir été vidée de ses richesses pendant des siècles, peut-être que ces régions développent des économies plus fortes, moins dépendantes de l'extraction. Les élites locales, moins obsédées par l'exploitation minière, investissent dans l'éducation, l'infrastructure, l'industrie. Et maintenant, imaginons notre monde, en 2026, dans cette réalité alternative. Vous vous réveillez un matin. Vous regardez les nouvelles. L'économie mondiale fonctionne toujours sur des monnaies, mais peut-être que l'obsession pour l'or comme valeur ultime n'existe pas de la même manière. Les banques centrales ne stockent pas des milliers de tonnes d'or dans leurs coffres. La richesse est mesurée autrement, peut-être par la productivité, l'innovation, les ressources humaines. L'Amérique latine, dans ce monde, pourrait être bien plus prospère. Sans avoir été exploitée comme un simple réservoir de métaux précieux pendant des siècles, ces pays ont développé des institutions plus solides dès le début. Mexico, Lima, Bogota sont peut-être des centres économiques mondiaux, rivaux de New York ou Londres. Les inégalités mondiales, bien sûr, existent toujours. L'histoire ne s'arrête jamais de créer des déséquilibres, mais peut-être que la fracture entre l'Occident et le reste du monde est moins profonde. Culturellement, les symboles changent. Pas de fascination pour le métal doré comme incarnation ultime de la richesse. Peut-être que d'autres valeurs dominent l'imaginaire collectif. Le savoir, l'innovation, la terre. Les bijoux en or existent toujours, mais ils n'ont pas cette aura presque mystique. Et vous, dans votre vie quotidienne, vous vivez peut-être dans une société où la richesse se construit différemment, où l'idée de s'enrichir rapidement en exploitant une ressource n'a jamais été le modèle dominant, où la patience, le travail collectif, l'ingéniosité ont toujours été les seuls chemins vers la prospérité. Bien sûr, ce monde n'est pas un paradis. L'humanité trouve toujours des moyens de créer des conflits, des injustices, des exploitations. Mais peut-être que sans l'or américain, certaines des pires pages de notre histoire auraient été écrites différemment. Alors, voilà la question que je vous pose aujourd'hui. L'or des Amériques a-t-il été une bénédiction ou une malédiction pour l'humanité? D'un côté, il a financé des chefs-d'œuvre artistiques, des explorations scientifiques, des villes magnifiques. De l'autre, il a nourri des guerres sanglantes, détruit des civilisations entières. Et si cet or n'avait jamais existé, aurions-nous vécu dans un monde plus juste, plus équilibré? Ou aurions-nous simplement trouvé d'autres ressources à exploiter, d'autres richesses à piller? Il n'y a pas de réponse simple. L'histoire est complexe, faite de choix et de hasard. Mais c'est justement pour ça qu'il est fascinant d'imaginer ce qui aurait pu être. Dites-moi en commentaire, auriez-vous préféré vivre dans un monde sans l'or des Amériques? Pensez-vous que cela aurait changé quelque chose en profondeur? Et si cette exploration vous a plu, si vous aimez repenser les grandes questions de l'histoire, abonnez-vous à Chroniques du possible. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime réfléchir au-delà des évidences. À bientôt pour une nouvelle Chronique du possible.